Bienvenue tout le monde au webinaire l'ABC du proportionnel. Je m'appelle Willie Blanc, je suis la directrice pour le Québec de l'Institut Broadbent et je suis avec Henry Milner, qui est politologue à l'Université de Montréal. Nous sommes ravis qu'il ait accepté de donner cette présentation pour nous aujourd'hui. Je vais donner quelques détails logistiques juste pour commencer, avant de nous lancer dans le sujet du jour. Premièrement, si vous éprouvez des difficultés techniques, et on sait bien que ça peut se produire, on ne l'espère pas, mais ça peut se produire, on vous invite à visiter le site support.anymeeting.com. Malheureusement, cette plateforme est uniquement disponible en anglais, mais ça se peut que ça peut vous aider à régler les problèmes techniques, mais on espère qu'il n'y en aura pas. Le webinaire va durer 1 heure. On peut peut-être dépasser un petit peu s'il y a énormément de questions, mais vraiment, on va essayer de se tenir à 1 heure. Henry fera une présentation qui sera suivie d'une période de questions et réponses. Donc, vous pouvez nous donner des réponses dès le début, des questions, pardon, dès le début. On va les capter puis les utiliser à la fin dans la période de questions et réponses. On vous demande d'indiquer vos questions dans le chat qui se trouve à la gauche de votre écran. Nous les prendrons en note et répondrons à autant de questions que possible dans le temps disponible. Vous pouvez également participer à la conversation sur Twitter. Donc, s'il vous plaît, utilisez le hashtag #ChaqueElecteurCompte. Puis le compte de l'Institut est @Broadbent. Donc, il est temps de commencer. Comme vous êtes inscrit à ce webinaire, vous êtes sûrement au courant de l'opportunité historique qui se présente à nous actuellement. Nous avons la réelle possibilité de changer notre mode de scrutin désuet au cours des prochains 12 mois. Le gouvernement libéral a ouvert la porte à la réforme électorale en s'engageant à ce que les élections de 2015 soient les dernières sous le système uninominal à un tour. Ils se sont engagés également à adopter une loi sur la réforme électorale dans les 18 mois suite à leur élection. Il nous reste dans ce calendrier maintenant 12 mois. Il y a quelques semaines, le gouvernement a annoncé la création du comité spécial sur la réforme électorale. Et la semaine dernière, il y a 2 semaines, ils ont accepté de modifier la composition de ce comité pour mieux refléter la proportion du vote populaire en donnant un vote au Parti vert et au Bloc québécois. Donc, on avance. Au cours de l'été et durant l'automne, les députés ont été invités à tenir des assemblées publiques dans leur comté pour voir c'est quoi les préférences des citoyens par rapport à notre mode de scrutin. Ils doivent rendre leur rapport, leurs conclusions au comité en octobre. Donc, on est rendu au point où beaucoup de gens se demandent c'est quoi l'alternative à notre système, à notre mode de scrutin actuel. À l'Institut Broadbent, on croit que la meilleure alternative est un système de représentation proportionnelle. C'est un système juste, représentatif et engageant. Mais il faut comprendre c'est quoi ce système. Donc, c'est pour ça qu'on a invité le politologue Henry Milner à nous expliquer ça. Je vais brièvement vous donner sa biographie avant de lui donner la parole. Donc, Henry Milner est un universitaire spécialisé dans le domaine de la participation politique et s'est beaucoup intéressé au comportement du vote, à l'opinion publique et aux systèmes électoraux. Auteur de plusieurs livres, dont La compétence civique, excuse-moi, merci pour la correction. Il est chercheur au département de sciences politiques à l'Université de Montréal et professeur à l'UTA, Université de Sherbrooke, Campus Longueuil. Il a également occupé la présidence de la Société québécoise de sciences politiques. Il est coéditeur de la revue Inroads. Et il s'est en outre intéressé à la politique scandinave, la politique canadienne et à la politique comparée. Il a été invité en tant que chercheur et professeur en Suède, en France, en Finlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc, il a témoigné de plusieurs modes de scrutin en personne. Il a aussi été témoin devant des commissions de Parlement canadiens et de l'Assemblée nationale du Québec sur la réforme des institutions électorales. Donc, vous voyez pourquoi on l'a invité aujourd'hui pour vous donner cette présentation. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Henry. Merci, Henry. Merci, Willie. Donc, alors, il y a une PowerPoint ici qui est assez court et il y a des choses
qu'on peut ajouter. Je ne vais pas les ajouter beaucoup pendant le PowerPoint parce que je ne veux pas aller trop dans les techniques, mais si vous avez des questions plus techniques pendant la période de questions, je serai bien content de vous répondre. Bon, commençons avec le premier. Alors, ça, c'est les trois, ça, c'est le plan. Alors, vous voyez les forces et faiblesses de notre système. Et après cela, on va montrer que la représentation proportionnelle a plus de force que de faiblesse. Et c'est, selon nous, au moins, le contraire avec notre système. Et à la fin, on va répondre à certains mythes au sujet de la représentation proportionnelle. Voilà. Alors, je pense que tout le monde qui est ici sait que ça veut dire quoi la proportionnalité. L'idée, c'est qu'une partie politique qui reçoit un certain pourcentage d'appui de la population a droit à avoir une représentation proportionnelle à cet appui que ce parti-là a dans la population. Notre système ne donne pas ça. Alors, nous autres, on parle vraiment du système qui va, pour nous, au Canada et aux provinces canadiennes, comme le Québec. Donc, le liste ouverte ou fermée, le liste pure, ça va dans un pays comme les Pays-Bas ou Israël, qui sont très petits et denses, mais c'est pas possible pour nous. Il y a vraiment deux systèmes qui sont possible pour nous. Moi, j'ai des préférences, mais je vais vous en parler des deux. Alors, une, c'est le vote unique transférable, le système d'Irlande et dans certaines provinces en Australie. Et l'autre, c'est le mixte. Moi, je parle de la représentation mixte compensatoire que je vais essayer d'expliquer. Et ça, c'est utilisé, c'était inventé en Allemagne après la guerre et c'était adopté récemment en Écosse et aussi il y a 30 ans en Nouvelle-Zélande. Donc, je pense que ça c'est clair et on va passer à des choses plus concrètes. Donc, vous voyez les trois grands thèmes que ça génère un système de représentation proportionnelle et il faut dire que ça existe dans plusieurs pays, donc on a une expérience. Et l'expérience nous démontre ces trois choses. Que d'abord, on ne gaspille pas les votes. Deuxièmement, ça convertit les votes au siège, plus ou moins exactement. Et parce que les partis savent très bien qu'ils doivent coopérer parce que c'est très rare qu'on ait qu'une partie peut gagner plus de 50% de votes. Donc, dans ces pays-là, on voit qu'il y a des gouvernements de coalition où les gens sont habitués à travailler ensemble. Alors, ça, c'est le Centre Broadbent a fait ce tableau. Ce tableau, vous voyez que dans la dernière élection canadienne, si on aurait eu un système proportionnel, ça aurait changé le résultat pas mal, surtout pour l'NPD et pour les libéraux. Les libéraux n'auront pas eu une majorité des sièges comme ils l'ont maintenant. Et pour le parti vert, comme vous voyez, ils ont, je pense, 1 ou 2 sièges maintenant. Ils auront eu 10. Et je peux vous dire que la distorsion ici, la distorsion est grande, mais pas aussi grande que dans plusieurs élections qu'on avait vécues dans ce pays et dans d'autres pays qui utilisent le système, notre système. Alors, quand on parle des votes gaspillés, ça veut dire que plus que la moitié des électeurs ont voté pour des gens qui n'étaient pas élus. Alors, c'est comme s'ils n'ont pas voté du tout. Et dans un système proportionnel, ce n'est pas le cas. On voit aussi que normalement, dans un système proportionnel, c'est plus facile d'élire des femmes parce que ça prend la coopération. En général, on peut dire que les inégalités sont moins grandes dans les pays proportionnel. C'est pas toujours le cas, c'est pas absolu, mais en général, on peut dire que c'est plus le cas. Et la troisième chose, c'est pas simplement les femmes, mais d'autres groupes
peuvent se faire représenter mieux que chez nous. Donc, vous voyez d'autres arguments qui sont assez clairs. Une plus grande participation, normalement. Encore une fois, ce n'est pas toujours le cas, mais en moyenne, c'est le cas. Et donc, l'abstention est moins importante parce que les gens, en général, pensent qu'ils ont plus d'effet sur le résultat. Et aussi, voient le gouvernement, ils sont moins cyniques vers le gouvernement parce qu'ils voient que ces gouvernements-là sont obligés où il y a plusieurs partis qui doivent travailler ensemble. Donc, il y a moins de cynisme en général. Il faut dire que ce sont des généralisations, il y a toujours des exceptions. Alors, les 5 problèmes identifiés avec notre système uninominal à un tour, les fausses majorités, des résultats déformés, peut diminuer la participation, augmenter l'intention parce que le vote concentre. Si vous cherchez 40% dans une province, c'est possible quand il y a 3 ou 4 partis que vous allez avoir tous les sièges de cette province-là. Donc, les 60% des électeurs ne seront pas représentés à Ottawa. Et donc, ça crée une situation pas très bien si on parle de l'unité du pays. On a parlé de la participation des femmes et en général le taux de satisfaction. Donc, maintenant, il y a des mythes et j'aimerais en parler plus, mais peut-être dans la discussion. Trop difficile à comprendre, difficile à dire ça parce qu'il y a une trentaine ou quarantaine de pays démocratiques, la majorité des pays démocratiques modernes, la grande majorité l'utilisent. Donc, si c'est pas trop difficile pour eux autres, ce sera pas trop difficile pour les Canadiens. On verra que les élections ne sont pas plus fréquentes dans ces pays-là et si on veut, on peut discuter pourquoi. Parce que ça, c'est une des mythes qu'on voit tout le temps, que les gens qui sont opposés à changer le mode de scrutin reviennent avec ça, et c'est pas le cas. Fragmenterait le Parlement, d'après moi, c'est le contraire. Notre système fragmente le Parlement parce que une fois élu, quand vous avez un gouvernement majoritaire, il n'y a rien à faire. Donc, l'opposition ne sera pas constructive parce que constructif ou non, ça donne rien. Donc, pourquoi pas être obstructionniste? Pourquoi coopérer? Et même quand c'est un gouvernement minoritaire dans notre système, tout le monde pense que ça va être temporaire et ça va revenir au gouvernement majoritaire. Donc, les gens agissent, ne coopèrent pas très bien. Dans un système proportionnel, quand vous savez que c'est bien probable que la prochaine élection va livrer encore une fois, ne va pas livrer une majorité pour une partie politique, dont les gens savent qu'ils doivent travailler ensemble parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de gouverner le pays. Et la représentation locale, il y a les 2 systèmes que j'ai nommés, surtout le système mixte compensatoire, ça garde la représentation locale et d'une certaine façon, c'est même mieux parce que ça combine la représentation locale, ça veut dire d'un district avec un député d'une circonscription, avec la représentation régionale, des députés qui représentent la région. Donc, ça combine les deux et d'après moi, vous avez une meilleure représentation locale. Bon, je pense que ça c'est clair, j'ai mentionné cela. Alors, ça c'est des pays qui utilisent le système, que vous voyez, des systèmes qui sont bien gérés, des systèmes, des pays très démocratiques, et la majorité ont un système proportionnel simple, proportionnel système de liste, comme on dit, avec le système proportionnel mixte en Nouvelle-Zélande et l'Allemagne, celui que je favorise, c'est quand même un système proportionnel.
ça garde les députés de circonscription, mais c'est quand même un système proportionnel. Et la même chose pour l'Irlande et Malte, qui sont des systèmes, un autre système, le VET, c'est aussi un système proportionnel, un peu moins proportionnel dans le résultat que les autres, mais quand même. Et seul le Canada, l'Australie et l'Australie, qu'est-ce qu'on met pour on ajoute un élément de pluralité parce que c'est le Sénat, le deuxième chambre qui utilise le système VET. Mais le chambre de communes en Australie, c'est comme la nôtre, plus ou moins comme la nôtre. Il y a un élément préférentiel, mais ça ne change pas le résultat. Donc ça nous laisse une parmi tous ces 15 pays qui a vraiment le système traditionnel, le système traditionnel que nous avons. Je vois que la Grande-Bretagne n'est pas là, donc si la Grande-Bretagne était là, ce sera 2 pays qui ont ça. Si la France était là, on pourrait aussi dire que la France utilise un système plus ou moins comme la nôtre. Avec un deuxième vote, c'est un peu plus compliqué, mais ce n'est pas proportionnel. Alors, ça, c'est une des mythes qu'on entend tout le temps, que les gouvernements dans les systèmes proportionnels sont instables et ils tombent tout le temps. Il y a des élections, ils ne peuvent pas gouverner. Ce n'est pas du tout le cas. D'abord, sur les études de compétences, de résultats, les pays qui sont gouvernés dans un système proportionnel, normalement, on voit que le résultat au niveau de politique, au niveau des institutions est probablement meilleur. Et donc, ce n'est pas une question de fréquence. On va voir, je pense qu'on a une autre graphique qui s'en vient, où vous voyez une dizaine de pays, et c'est uniquement le Canada. Il y a plus d'élections au Canada que dans tous ces autres pays proportionnels, sauf le Danemark. J'ajouterais qu'une des raisons pour lesquelles ces pays-là il y a moins d'élections, c'est parce qu'ils ont des élections à date fixe. Et maintenant, au Canada, on a aussi des élections à date fixe, heureusement. La seule exception, c'est le Danemark. Et à mon avis, ça explique un peu pourquoi le Danemark a plus d'élections. Parce que si vous n'avez pas des élections à date fixe, ça donne une incitation à faire tomber le Parlement plus vite. Mais en général, il n'y a aucun lien entre le système de mode de scrutin et la fréquence d'élection. On a parlé de cela. Et le nombre de pays, le nombre de partis, ça c'est un fait. Donc si on avait une quinzaine de partis, donc ce sera peut-être plus difficile d'avoir un gouvernement stable, mais on voit que l'Allemagne, par exemple, ou la Suède, etc., ils ont entre 4 et 8 pays, partis politiques. Normalement, c'est parce qu'il y a une seuil qui limite qu'une partie qui est très petite ne peut pas facilement gagner des sièges. Donc, la fragmentation est normalement pas vraiment plus grande dans les pays avec le mode de scrutin proportionnel que des pays comme la nôtre ou la Grande-Bretagne ou la France ou l'Australie. Et donc, comme je disais avant, il y a des systèmes proportionnels qui gardent la représentation locale et on peut en parler plus. Moi, je suis favorable à ce système-là, le système allemand de mix compensatoire. Comme je disais, c'était adopté en Nouvelle-Zélande et en Écosse et en Pays de Galles et d'autres pays. Je pense que c'est le système qui répond mieux à notre situation au Canada. Et le résultat avec ce système-là, on peut aller dans les détails plus tard dans la question, mais le résultat, c'est que vous avez des circonscriptions plus grandes. Donc, peut-être, disons, maintenant, s'il y a 100 000
canadien dans une circonscription, peut-être avec ce système-là, la moyenne, ce sera 140 000. Donc, ils vont devenir plus grands, mais les autres députés seront élus dans des listes régionales. Dans une région, il peut y avoir une dizaine de sièges, donc 6 circonscriptions et 4 listes. Et on utilise les listes pour compenser les partis qui sont mal représentés dans ce que les candidats élus dans les circonscriptions. Et comme ça, le résultat, c'est un résultat proportionnel, pas absolument proportionnel, mais assez proportionnel. Et vous combinez la représentation individuelle dans les circonscriptions avec la représentation régionale. Et on va décider quelles seront les meilleures frontières, par exemple. Est-ce que c'est mieux d'avoir 8 dans une région, disons 5 circonscriptions et 3 sur des listes, jusqu'à, comme en Écosse, c'est 16, 9 et 6, 9 circonscriptions, 9 et 7, et 7 régionales, des listes. D'après nous et d'après la commission de droit qui a étudié cela, on n'est pas obligé de voir toutes les régions de même taille. Les régions métropolitaines peuvent y avoir jusqu'à 20 sièges et dans les régions lointaines, on peut diminuer jusqu'à 8 ou même à 6. Mais c'est toujours entre normalement, c'est 2 tiers, 60% jusqu'à 2 tiers qui viennent des circonscriptions et les autres viennent des listes de la région. Et rappelons-nous, le système, ce qui est important, c'est de compenser. Donc, s'il y a une partie, disons, dans une région de 10 sièges, s'ils gagnent 3 des 6 circonscriptions, ce parti-là, avec 40% de vote dans toute la région, ce parti-là a droit à une des sièges de leur liste pour compenser ce qui manque. Et s'il y a un parti qui n'a gagné aucun siège, mais qui ont gagné 20% de vote, ils auront droit de 2 sièges de leur liste, des 2 noms de leur liste. Et on peut avoir des listes ouvertes où les électeurs choisissent l'ordre, ou on peut avoir des listes fermées où les électeurs choisissent l'ordre. Bon, il y a d'autres éléments techniques, mais je pense que c'est assez pour le moment. Je pense qu'on a déjà expliqué pourquoi notre système a toutes sortes de lacunes. Regarde, c'est pas la fin du monde, on peut vivre avec, mais pourquoi pas faire mieux? Tout à fait. Voilà, alors c'est ça. Alors, s'il y a des questions ou des précisions, je suis là pour répondre. Bon, effectivement. Donc, je vais recadrer un peu ici pour essayer de nous mettre tous les deux dans le cadre. Donc, au courant de cette présentation, j'ai vu plusieurs questions rentrer, plusieurs questions intéressantes. Donc, je vais commencer par le début. La première question que nous avons reçue, excuse-moi, je vais essayer de me remettre dans le cadre. J'ai clairement des problèmes spatiaux ici. Bon, voilà, c'est mieux. Donc, la première question qu'on a reçue, c'est les députés qui ne représentent pas une circonscription représentent quoi? Alors, prenons une région. Je sais pas, disons, la province de Nouveau-Brunswick est une région avec le nombre de sièges qu'ils ont maintenant. Je ne sais pas, est-ce que c'est 10 ou 12? Alors, disons que c'est 12 avec 7 circonscriptions et 5 qui viennent des listes. Alors, avec la compensation dans la formule que j'ai mentionnée. Alors, les 7, c'est clair, ils sont des députés de circonscription. Mais si vous habitez dans une de ces 7 circonscriptions, mais le député n'est pas de votre formation, vous aurez le choix d'aller chez une de ces 5-là régionaux. Dans ce cas-là, c'est de votre province, qui est le député de votre parti favori, et vous pouvez, lui ou elle, demander de vous représenter. Deuxièmement, le danger dans notre système, c'est que
peut-être un peu moins dans le Nouveau-Brunswick, mais prenons prenons une partie de l'Alberta, qui est une partie où normalement ça vote conservateur assez fort. Alors, vous avez la situation où presque tous les députés peuvent venir du même bord. Alors, ça, c'est pas idéal, ou peut-être un ou deux députés d'autres partis, mais la grande majorité viennent d'une partie des conservateurs. Dans le système actuel, si les conservateurs gagnent 50%, les autres partis gagnent 50%. Donc, la délégation de Alberta, à Ottawa, ils représenteront vraiment le peuple d'Alberta. Et quand ils vont faire des demandes ou des revendications pour Alberta, ce sera pas vu comme partisans. Ah, vous êtes des conservateurs. Non, nous sommes des députés qui représentent la population d'Alberta, tous les électeurs d'Alberta, et il y a certaines choses. Alors, les régions seront mieux représentées, la population, les citoyens dans leur région seront mieux représentés à deux niveaux. Au niveau local, votre circonscription, qui est un peu plus grand, mais pas beaucoup plus grand que la circonscription aujourd'hui, et comme région. Parfait. Bon, la deuxième question qu'on a reçue, c'est pouvez-vous expliquer comment la représentation proportionnelle permet de faire élire plus de femmes et plus de membres d'autres groupes sous-représentés? Alors, si on commence avec les systèmes purs, c'est bien facile parce que si vous avez une liste de 20 ou de 30 ou de 50, les partis politiques peuvent faire facilement dans la liste une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Et donc, s'ils ont droit à 30 députés de la liste, la moitié seront des femmes et des hommes. Et la même chose pour des jeunes, ils peuvent décider qu'une sur quatre, c'est jeune ou des représentants des groupes différents. Avec des listes, c'est toujours possible. C'est beaucoup difficile dans un comté parce que c'est les électeurs de comté qui nomment et c'est une personne qui le nomme. Le système que je préconise, il y a des listes. Les listes, c'est la minorité des sièges, mais ils sont quand même importants. Disons, dans le Parlement canadien, 37-38% des gens représentent les régions qui viennent des listes qui peuvent avoir 3 personnes ou jusqu'à 5%, dépendant si c'est une comté, région rurale ou métropolitaine. Et dans ce cas-là, les partis politiques, imagine que vous êtes une parti politique et il y a 5 comtés et chacun de vos candidats sont des hommes parce qu'ils étaient déjà élus dans le vieux Parlement où ils sont bien placés. C'est très difficile de leur dire, on essaie parfois de les remplacer et dire, vous autres, vous devez avoir une femme. Mais vous pouvez facilement dire, bon, pour compenser, les 3 noms sur la liste, ça va être des femmes. Donc dans ce cas-là, sur le nombre d'élus régionaux sur lesquels on a droit, c'est garanti qu'il y aura une ou deux femmes qui va être élue. Donc, vous pouvez utiliser la liste compensatoire pas complètement, mais quand même mieux que chez nous aujourd'hui, augmenter la représentation des femmes ou d'autres groupes. Merci. OK, une autre question. Si la représentation proportionnelle suscite la coopération des députés des différents partis, est-ce que les politiques ou les lois sont plus au centre? Et y a-t-il la place pour les innovations politiques? Très bonne question. Et les pays sont différents. Mais d'abord, il faut savoir que c'est la coopération, mais c'est la coopération normalement entre une grande partie et une ou deux petits partis. Et souvent, ces petits partis-là ne sont pas des partis traditionnels de centre, peuvent être des partis plus à gauche ou plus verts, etc. Donc, ça permet aux petits partis, d'abord, ils sont mieux représentés parce que dans notre système, c'est très difficile d'entrer dans le Parlement. Donc, d'abord, ils sont mieux représentés. Et deuxièmement, il y a des bonnes chances à être invités à gouverner ensemble avec le grand parti. Et dans ce cas-là, oui, il y a des compromis parce que ce petit parti-là ne va pas imposer toutes ses politiques aux grands partis, mais il y aura un compromis et en général, je dirais que l'effet est meilleur. Peut-être pas tout de suite, ça prend du temps,
Mais sur les politiques, sur les résultats des gouvernements, je pense qu'on peut dire que ça livre des résultats meilleurs que notre système. Merci. J'enchaîne avec une autre question. Que pensez-vous du mode de scrutin préférentiel, les avantages ou désavantages qu'il y en a, puis comparer avec le proportionnel? Il faut comprendre que le système préférentiel était introduit pour éviter certaines parties d'entrée dans le Parlement dans certains pays où le deuxième vote qui a le même résultat. En France, par exemple, c'était vraiment utilisé pour le rendre très difficile pour l'extrême droite de se faire élire. Parce que, imaginez le résultat dans un comté où vous avez 50, 40, 30, 20. 50 pour une partie modérée de droite, 30% pour une partie modérée de gauche et 20% pour une partie plus extrême. Alors, dans un système proportionnel, ce parti-là pourrait gagner jusqu'à 20%. Dans le préférentiel, dans notre système, dans plusieurs comtés, ce parti ne pourrait pas gagner, mais dans certaines régions où ce parti-là est fort, parce que le 20%, c'est la moyenne, ce parti-là va gagner les sièges. Mais dans un système, parce que ça va finir premier, oui, parce que ça peut finir premier avec 38%. Donc, les 62% qui votent pour les partis plus modérés de gauche et de droite ne seront pas représentés. Mais s'il y a une préférentielle, on peut imaginer que le premier vote va être donné à une partie modérée de gauche, l'autre vote va être donné, le deuxième vote va être donné au grand parti de centre-droite, et le parti extrémiste va être exclu. Et pourrait presque, même s'il représente 20% de la population, il peut gagner aucun siège. Donc, ça sera moins proportionnel que notre système, mais pour régler ce problème-là, on peut imaginer qu'il y a des moments avec le danger de fascisme, etc., que peut-être il faut penser à cela. Mais pour nous, au Canada, on est tellement loin de cela et c'est ce qu'on va faire avec cela, c'est pas exclure des extrémistes, on va exclure les Verts, on va exclure n'importe quel groupe qui n'est pas au centre et un vieux parti. C'est ça qui aura l'effet. Donc, ça règle un problème qui n'existe pas et crée d'autres problèmes pire que notre système actuel. Je vais intervenir de ma part un peu ici. Ça montre un peu que les systèmes électoraux peuvent être taillés pour répondre aux besoins du pays. Donc, l'exemple que vous avez pris, c'est la France, une particularité de la France, mais ça nous montre qu'on peut nous aussi penser à envisager un système qui sera taillé pour les besoins du Canada. J'ajouterais une chose. Même pour la France, je ne suis pas d'accord. Parce que ce qui se passe dans l'autre pays en Europe, en général, je parle historiquement, c'est que quand vous avez des partis un peu extrêmes, mais qui entrent dans le système proportionnel, pour rester là et pour être acceptés, et surtout pour entrer dans le gouvernement, ils doivent devenir plus modérés. Donc, on voit avec le temps qu'au lieu de les exclure, et donc ils deviennent plus radicaux, et les gens qui votent pour eux sont très exclus. C'est l'autre effet. Et ces pays-là, ils gardent quand même certains principes, mais ils sont prêts à travailler avec les autres. Alors moi, je pense en général, il y aura des exceptions, mais en général, je préfère de les inclure au lieu de les exclure. Donc, ça pourrait être un autre mythe compter contre le proportionnel. OK, je vais retourner aux questions qu'on reçoit de nos auditeurs. Le système de coalition est-il envisageable avec la mentalité actuelle des partis en chambre? Non. Mais c'est exactement ça. D'où vient cette mentalité? Les Canadiens, généralement, sont des gens assez gentils. On n'est pas des extrémistes, on n'est pas des agressifs. Comment se fait-il qu'une fois élus députés deviennent extrémistes et agressifs et sont pas capables vraiment de travailler? Et à mon avis, on travaille à l'intérieur des institutions. Nos institutions
créer des incitations pour être vraiment ne pas coopérer, vraiment dénoncer. Le parlementaire qui réussit, c'est quelqu'un qui dénonce, qui avec force. Dans les pays proportionnels, c'est pas comme ça. Et c'est parce qu'avec le temps, l'habitude de coopérer devient normale. C'est pas parce qu'ils sont plus gentils, les Scandinaves ou les gens, les Hollandais, etc., les Allemands, qu'ils trouvent moyen de coopérer, de travailler ensemble. C'est à l'intérieur des institutions qui font les choix. Et je suis sûr que les Canadiens, ce sera même plus facile au Canada que dans certains autres pays qui sont vraiment divisés, de s'habituer à un système proportionnel et de coopérer avec d'autres partis. Donc, en fait, ça pourrait changer la culture des partis et la culture de faire la politique. Oui, parce que comme vous savez, c'est très intéressant. Au Parlement, tout ce qu'on voit, c'est qu'ils se dénoncent. Mais moi, j'ai participé pas mal à des commissions parlementaires privées où j'étais témoigné, ou dans certains colloques où on invitait des représentants, des députés de plusieurs partis, et ils travaillent très bien ensemble. C'est uniquement au Parlement, quand ils se sont obligés vraiment de se dénoncer entre eux, qu'on voit cela. OK. Je vais repasser à une autre question qu'on a reçue. Si le mode de scrutin proportionnel est adopté par le fédéral, est-ce que ça pourrait forcer les gouvernements provinciaux ou municipaux à s'y ajuster? Alors, laissons le municipal à côté. Ça, c'est plus compliqué parce que normalement, il n'y a pas de parti politique au niveau municipal. Et vraiment, la proportionnelle, c'est basé sur le parti politique. Donc, il y a quand même moyen d'améliorer le mode de scrutin au niveau municipal, mais c'est un peu différent. Au niveau provincial, oui, il y a sûrement un certain effet dans les deux sens. Si par exemple, dans les référendums qu'on a eu en Ontario, en Colombie-Britannique, s'ils auront voté oui, et il y a des raisons pour lesquelles c'est pas réussi. Dans Colombie-Britannique, c'était vraiment volé parce qu'ils ont voté à presque 59% pour changer, mais le gouvernement disait non, le seuil c'est 60%. Donc, mais dans ce cas-là, ça n'a pas réussi, donc ça a eu un effet négatif, je pense, au niveau fédéral. Je pense que la même chose, si au niveau fédéral, il y a un progrès, que le comité sort avec une proposition de système proportionnel. Je ne sais pas si c'est possible de le faire pour l'élection prochaine, même si M. Trudeau l'a promis, mais disons qu'on va dans cette direction. Je suis sûr que dans d'autres provinces, surtout au Québec, où au moins les partis politiques sont prêts à le discuter. Même les libéraux qui maintenant profitent du système actuel, c'est eux autres qui ont présenté une mode de scrutin proportionnel il y a 15 ans, 10 à 15 ans. Donc, ils doivent au moins être ouverts. Les autres partis politiques, pour le moment, sont ouverts. Alors, il y a une certaine ouverture au niveau Québec. En Île-de-Prince-Édouard, ils discutent la question ces jours-ci. Et je suis sûr que le progrès au niveau fédéral aurait qu'est-ce qu'on dit, l'entraînement, de l'entraînement au niveau du Québec. Oui. Et dans les autres provinces aussi. Et dans d'autres provinces, oui. OK, une autre question, un peu pour revenir à la question de tailler un système pour le Canada. On nous demande, y a-t-il des modèles théoriques de ce que pourrait représenter une proportionnelle compensatoire au Canada? Mais oui, mais le seul qui a été fait, mais OK, d'abord, il y avait la commission de droit. Ça fait 5 ans, je pense, qu'ils ont fait ça, mais un peu plus. Et il est là, et probablement, vous pouvez toujours le trouver sur l'Internet avec des cartes, combien de sièges régionaux, combien de sièges de circonscription. Tout est là. Et c'est quand même un modèle, il y a des améliorations possibles sur la carte, etc., mais en général, je trouve très bien faite. Je sais que Fair Vote, le lobby canadien pour la réforme de scrutin, réforme de mode de scrutin, eux aussi travaillent sur une proposition avec des choses précises, avec une carte, etc. Vous pouvez aller sur leur site web, c'est bilingue, etc. Et au niveau provincial, par exemple, au Québec,
On fait beaucoup de travail. Vous pouvez aller chez le DGE, le directeur général des élections. Ils ont fait, c'est un livre de 300 pages avec toutes les simulations, tout est là. Donc, c'est pas comme si on commence à zéro. On a une expérience assez importante ici au Canada et on peut apprendre beaucoup de choses des pays qui vivent avec ça depuis longtemps. Puis, quels sont les pays qu'on pointe normalement lorsqu'on essaie de penser au système à laquelle on pourrait copier ici? Mais il y a des différences. D'abord, la plupart des politologues qui ont regardé cette question-là, d'abord, ils sont pour la proportionnelle en grand pourcentage. Et le favori, le système favori, c'est le système que j'ai mentionné, le mix compensatoire. Donc, pour moi, c'est probablement l'Écosse, parce que en Nouvelle-Zélande, ils utilisent une liste, je ne veux pas entrer trop dans l'analytique, mais la liste est nationale et pas régionale. Donc, les députés sont locaux, mais on partage, quand il s'agit de compenser, ça fait au niveau national. Et le danger avec cela, c'est que certaines régions seront mieux représentées que d'autres. Mais en Nouvelle-Écosse, les gens ne pensent pas d'une façon régionale, donc ils n'ont pas de problème avec cela. Même chose, mais en allemand, ils ont des listes provinciales, les Länder, comme on dit en allemand. Mais certaines de ces provinces, ces Landes, sont très grands. Et à mon avis, l'Allemagne est beaucoup plus petit, comme pas de population, mais de territoire. Donc, c'est moins important d'avoir des régions plus petites. Au Canada, je pense que c'est le système écossais où on a des listes régionaux et qui vraiment, il faut les utiliser comme une sorte de modèle. Mais eux, ils ont décidé que toutes les régions, c'est 16 sièges. Moi, je pense qu'on peut faire comme nous propose la Commission de droit, d'avoir des régions avec moins de députés dans les régions où la population est moins dense. OK. Je vais mettre un peu ensemble deux questions qu'on a reçues tous les deux portant sur le Sénat. Donc, on nous demande qu'est-ce qu'on fait avec le Sénat si on fait une réforme du mode de scrutin? Est-ce qu'il y a moyen ou bien d'intégrer le Sénat, de faire une réforme là aussi? Mais en gros, c'est quoi le rôle du Sénat suite à... C'est une bonne question. Pour moi, si on ne réussit pas à créer un système proportionnel dans les communes, on peut faire ce que font les Australiens, qui ont décidé que le Sénat va être proportionnel. Et le Sénat, là-bas, a plus de pouvoir, parce que c'est une chambre élue à proportionnel, que l'entre-Sénat. Si on a un proportionnel au niveau de chambre de communes, et ça c'est notre priorité, le Sénat devient une autre question, pas vraiment liée avec le changement de mode de scrutin. Il y a ceux qui disent que le Sénat n'a aucune valeur, que c'est parce que c'est pas démocratique. Et si on le fait démocratique, est-ce que le seul modèle peut-être possible, ce sera le modèle américain où chaque province aurait le même nombre de sénateurs, donc ça devient une deuxième chambre fédérale, mais y compris que la différence entre l'Ontario et l'île de Prince-Édouard est tellement grande que je pense pas que ce sera acceptable. Il n'y a pas de solution facile pour rendre le Sénat une chambre élue. Et donc, si on n'est pas capable de trouver une formule pour élire le Sénat, moi, je le garderai comme tel parce que c'est très difficile dans notre Constitution de l'abolir. Ça prend l'unanimité des provinces. Je le garderai comme tel. Les sénateurs font de bon travail de recherche, de deuxième pensée à des lois.
Mais moi, pour le moment, je ne mettrai pas le Sénat dans le même panier avec la réforme de mode de scrutin aux chambres de communes. On peut juste attaquer un problème à la fois. À la fois. Bon, OK. Une autre question. Concrètement, avec la représentation proportionnelle, pour qui ou quoi est-ce que je vote quand je suis dans l'isoloir? Pour un parti ou pour un candidat? Est-ce que je sais qui est susceptible de me représenter dans ma circonscription? Donc, il y a des choix à prendre. Normalement, dans les pays qui ont ça, vous avez 2 votes. Vous votez pour votre député, juste comme aujourd'hui, exactement la même chose, et vous votez pour une partie. Et vous allez recevoir une liste de ce parti-là de votre région. Okay? Si on utilise le modèle régional, que tout le monde pense qu'au Canada, c'est le modèle qu'il faut utiliser. Donc, vous avez un deuxième vote. Ce sera de choisir la liste de partis. Et vous n'êtes pas obligé de voter pour le candidat, le même parti dont vient le candidat et la même liste. Donc, dans certains cas, vous serez content parce que votre député qui n'est pas de votre parti préféré, vous trouvez que cette personne-là fait un bon travail et pourquoi pas l'élire, mais ça n'aurait aucun effet sur le résultat global. Parce que c'est le deuxième vote où vous choisissez votre parti, la liste de votre parti qui a l'effet sur le résultat global. Et il y a 2 sortes de listes. Il y a des listes ouvertes où tu peux aussi changer l'ordre. Donc, si le parti gagne a droit à un de ces sièges de liste, vous pouvez, au lieu que c'est la personne qui est le numéro 1 sur la liste, que les électeurs de cette partie-là la majorité peuvent choisir, changer la liste, et donc ce sera une autre personne. Donc ça, c'est une liste ouverte. Donc, l'élection devient un peu plus compliquée. C'est aussi plus difficile, par exemple, de favoriser les femmes, pour une partie de favoriser les femmes en utilisant les listes, mais par contre, ça donne plus de choix à l'électeur. Donc ça, normalement, il y a 2 votes. Si on veut simplifier, on peut simplement donner un vote et transférer le vote de l'individu dans la circonscription au vote pour la même liste de même parti. Donc, par définition, si vous votez pour le candidat libéral dans votre circonscription, c'est aussi un vote pour la liste libérale pour les sièges de compensation. Ça, c'est le plus simple, mais c'est le moins démocratique, on peut dire. Bon, une autre question intéressante. Si ce système, et pourquoi, si ce mode de scrutin offre tant de positifs, pourquoi n'a-t-il pas encore été adopté? Est-ce que c'est parce qu'il privilégie toujours les grands partis? C'est exactement la situation. C'est très difficile parce que les députés, et ils sont comme n'importe quelle personne, ils travaillent comme individus pour leur propre formation et pour le pays. Donc, même s'ils acceptent que pour le pays, ça sera peut-être meilleur d'avoir un système proportionnel, s'ils vont perdre leur propre siège si on change pour la proportionnelle, ils vont trouver que c'est pas une bonne idée. Parce qu'en effet, c'est leur carrière professionnelle, ils ont investi beaucoup. Et donc, souvent, les gens qui sont élus, pas simplement des grands partis, mais presque de tous les partis, ils aiment le système comme tel parce que c'était assez sage pour les élire. Et n'importe quel changement aurait probablement, en général, un effet négatif sur ceux qui sont là déjà. Et ça, c'est surtout le cas avec les grands partis, parce qu'une partie, quand vous êtes à 30% des sièges ou 20% des sièges, avec plus de votes que cela, qui est normal dans notre système, vous trouvez le système de la proportionnelle très bon, parce que c'est dans l'intérêt de votre formation, c'est clair. Mais au moment que vous allez, vous élisez 55% avec 40% de sièges, comme aujourd'hui est le cas, je suis sûr que certaines personnes, et c'est normal, ils disent « Ah, notre système n'est pas aussi pire que ça ». Et donc, je suis bien content que le gouvernement libéral, jusqu'ici au moins, a respecté ses engagements, même si le système, cette fois-ci, parce que quand ils ont fait ces engagements, ils étaient en 3e place. Et donc, c'était assez clair que le système ne les aidait pas.
maintenant qui sont en première place où la minorité de la population était convertie à une majorité des sièges. C'est un peu différent. Donc, il faut respecter M. Trudeau jusqu'ici. J'espère que ça continue, que lui a respecté ses propres engagements et on va procéder. Mais c'est assez rare parce que normalement, quand les partis profitent d'un certain système, c'est très difficile de les convaincre de le changer. Et je me permets encore un commentaire. C'est en partie pourquoi on voit à quel point c'est particulier la fenêtre que nous avons actuellement. Puis aussi, c'est l'importance du rôle du public d'aller participer à ces assemblées publiques durant l'été et l'automne pour montrer que OK, la porte a été ouverte aux réformes du mode de scrutin. C'est à nous de montrer à nos députés que oui, en effet, on veut changer notre système. Oui, et deuxièmement, il faut dire que chez les élites, ceux qui écrivent les éditoriaux dans les journaux, etc., il y a un certain conservatisme et une certaine peur de ce qu'on ne connaît pas. Alors, cette mythe-là des gouvernements instables, des élections fréquentes, ça revient, même si c'est pas fondé, ça revient parce qu'ils connaissent le système fonctionne et le changement, il y a toujours un défi, on ne sait pas exactement. Donc, ça c'est l'autre problème. Même quand un gouvernement se trouve obligé de faire un référendum, comme on a vu en Ontario, le gouvernement libéral d'Ontario n'était pas très sympathique à l'idée, mais ils ont pris l'engagement et il y avait un référendum en Ontario. Mais les députés, en général, étaient contre, ils n'étaient pas sympathiques, les éditorialistes étaient contre, ils ont dénoncé avec tous des arguments doutables. Et pour l'électeur moyen, c'est difficile. Si le système marche assez bien, pourquoi changer? Donc, c'est vraiment, ça prend pas simplement, l'opinion publique, ça doit être une opinion publique qui vraiment connaît les enjeux et ne peut pas être on ne peut pas faire peur avec des mythes, ces mythes-là. Ah oui, ce sera un gouvernement instable, il y a toutes sortes de partis politiques, etc. C'est facile pour les électeurs qui ne sont pas très informés, etc., trop renseignés, de vivre avec ces mythes-là. Donc, il y a quand même un défi assez grand pour ceux qui sont pour la réforme de mode de scrutin. Et nous avons maintenant des auditeurs qui sont mieux renseignés, qui vont nous aider à défaire ces mythes-là, s'attaquer à ces mythes-là pour s'assurer que leurs amis et leurs familles soient au courant que ces mythes sont en fait des mythes et on a des arguments pour les contrer. Bon, je vois qu'on a plus ou moins passé à travers les questions. J'ai une assistante ici qui m'a envoyé les questions. C'est pour ça que vous me voyez regarder mon téléphone parce que les questions pour moi rentraient comme ça. Premièrement, j'aimerais remercier Henry pour nous avoir s'être rejoint à nous aujourd'hui puis expliquer de façon aussi claire les avantages du système proportionnel puis les pas que nous pouvons prendre pour prendre le bonne voie durant ce processus de consultation et tout ça. Oui, c'est le moment, c'est une grande opportunité. Il faut s'en occuper et pas laisser tomber la possibilité de faire vraiment un changement important. Je suis tout à fait d'accord. Donc, je vous invite tous à aller assister à vos propres assemblées publiques cet été. Comme on a dit, les députés ont été invités à organiser des assemblées dans leur comté. Donc, je vous invite à participer aux vôtres. Et je voudrais aussi vous informer, si vous avez plus de questions, on a affiché nos contacts sur l'écran ici, mais je vous invite également à aller consulter notre rapport qui va plus longuement dans les questions qui ont été soulevées aujourd'hui. Vous pouvez la lire à votre aise, puis nous envoyer les questions que vous aurez par la suite. Donc, merci beaucoup. J'espère qu'on vous verra dans les assemblées cet été. Espérons qu'on va pouvoir tous célébrer ensemble lorsqu'on aura changé notre mode de scrutin. Bonne journée et à la prochaine.